réponse. Les dealers, comment on sort de cette logique? De toute façon, dans ces quartiers-là, c'est pas la loi de la République française qui s'applique, c'est la loi des gangs. On parlait de quartiers de zones de non-droit, ce sont des villes de non-droit désormais? Non, c'est des zones de droit, mais ils sont gérés par les dealers. C'est eux qui décident qui rentrent pas, mais c'est pas la loi de la République française qui s'applique. C'est pas la loi de la République française qui décide qui aura des logements sociaux, qui a le droit de vivre, qui a le droit de faire du commerce, qui a le droit de gagner de l'argent. Et c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que l'autorité française est contestée par les trafiquants de drogue, les caïds et les dealers qui décident qui fait régner la loi et qui a le droit de vivre dans ces quartiers. Or, moi, je vais vous donner une nouvelle positive, c'est que je pense que ça peut changer, notamment parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont en cours. Un, c'est que le trafic de drogue qui était contaminé, qui se concentrait notamment dans les banlieues de grandes métropoles, à Lyon, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille et dans les quartiers nord de Paris, notamment dans le 9-3, maintenant touche tous les territoires, donc les villes moyennes, les villes urbaines et les villes de province. Ça veut dire que maintenant, tous les endroits sont touchés et l'État est obligé d'agir un peu partout. L'autre point, c'est qu'alors que les habitants étaient accommodants et se contentaient du trafic de drogue parce qu'ils ont touché un peu des frais et ça permettait d'améliorer le quartier, maintenant, ils ne redoutent pas le changement, ils attendent avec impatience, notamment avec cette plainte qui montre que les habitants des quartiers veulent un changement. Et le troisième élément que je vois qui est positif, c'est qu'avec les émeutes, on voit bien que 70% des Français veulent que la France bouge, veulent davantage d'ordre, veulent davantage de sécurité, et ils vont faire une pression sur les pouvoirs publics en disant si vous bougez pas, eh ben on vous dégagera du pouvoir. Et face au RSA et face aux allocations chômage, je pense que les gouvernants et les gouvernants publics vont se mettre à agir. Autour du don de la famille Arnault est-elle le nom dans notre société? C'est une forme de jalousie quand même. C'est une forme de jalousie. Oui, je pense que c'est une forme de jalousie parce qu'ils auraient préféré dans leur récit que ce ne soit pas Bernard Arnault qui donne au Resto du Cœur, mais que ce soit l'État, que ce soit les pouvoirs publics. L'État le fait aussi. Oui, mais l'impôt traditionnel. Et je pense que ça contredit leur récit qui est que les riches sont tous des salopards et que les riches sont mauvais pour la société. Or, les riches sont plutôt des philanthropes en France, sont plutôt des gens qui donnent naturellement lorsqu'ils peuvent donner, mais leur vocation première n'est pas celle de donner. Leur vocation première, c'est de créer des richesses. Et le problème de la France insoumise, je pense que c'est ça le point essentiel, c'est que c'est un peu un ramassis de total loser, de type qui n'arrête pas de perdre, qui jalouse le succès des autres et qui n'arrive pas à se relever pathétiquement. Et je pense qu'une fois qu'ils comprendront qu'il faut créer de la richesse avant de redistribuer, qu'il faut davantage encourager ceux qui produisent plutôt que les punir et les restreindre, on comprendra que les pauvres ne seront plus pauvres et qu'on produira davantage un nivellement par le haut qu'un nivellement par le bas qui continue depuis environ 40 ans et qui est produit par Mélenchon et ses copains. Prédécesseur de Gabriel Attal. De toute façon, moi je le maintiens, je le dis très clairement, Pape Ndiaye est le ministre le plus nul de toute l'histoire de l'insécurité. Il est en forme, William Tell, pour sa première dans Soir Info. Il fait partie de ce que moi j'appelle le trio de la déconstruction avec Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Payon. C'est-à-dire que là, il fallait mettre en place le mérite. Il n'est pas resté longtemps, Vincent Payon. Oui, mais malheureusement, il a fait assez de dégâts. Assez longtemps apparemment pour William. Mais pas Ndiaye non plus. Assez parce qu'en fait, Macron, ce qu'il fait avec Gabriel Attal, c'est qu'ils doivent non pas mettre en place une nouvelle politique d'éducation, ils doivent rattraper les erreurs de Pape Ndiaye. Là où Pape Ndiaye avançait, il ne fallait pas avancer. Là où Pape Ndiaye reculait, il fallait avancer. Donc en fait, ce que fait Attal, c'est qu'il fait exactement l'inverse de Pape Ndiaye et c'est pour ça que pour l'instant, il s'en sort. Maintenant, là où je pense qu'il y a un problème, c'est qu'Emmanuel Macron fait uniquement rattraper que les erreurs de Pape Ndiaye. Or, ce qu'il faudrait mettre en place, vu nos échecs au classement PISA, vu la baisse du niveau des élèves, c'est refonder notre politique d'éducation nationale. C'est pas une question de budget, c'est pas une question d'infrastructure, c'est une question de doctrine. Est-ce qu'on vise l'acquisition des savoirs fondamentaux? Est-ce qu'on vise un nivellement par le haut? Est-ce qu'on pense que l'école, c'est l'école de toutes les chances? On peut dire ça et dire quand même que les 800 millions d'euros répartis sur plusieurs années, l'école en a besoin et que c'est un bon départ? C'est utile, mais moi je pense que le sujet essentiel, c'est la doctrine. La doctrine doit être la suivante. Acquisition des savoirs fondamentaux, restauration de l'autorité du professeur, parce que si les professeurs n'ont pas d'autorité, ils perdent le sujet de vocation, et donc même si vous les augmentez de salaire, ils n'aideront pas à enseigner. Et le point essentiel, c'est est-ce que l'école publique est l'école de toutes les chances, celle qui vous permet à un fils d'ouvrier de devenir ce qu'il souhaite uniquement devenir? Il n'y a pas de grand métier, il n'y a pas de sous-métier, mais ça permet à chacun, si vous avez un rêve, de le réaliser dans la vie, et c'est à l'école publique que vous pouvez le faire, alors que beaucoup de personnes maintenant fuient l'école publique de peur d'insécurité, de peur de l'entrisme religieux, parce que les parents ont peur du faible niveau des professeurs et des élèves. Le tableau est complet. Je reviens vers vous, Eric. On fait une grave erreur. Depuis les deux chocs pétroliers, on voit bien qu'il y a une corrélation entre croissance économique et consommation énergétique. Donc c'est-à-dire que tous les discours de sobriété, de décroissance vont conduire à une paupérisation de la France. C'est-à-dire que, effectivement, je comprends les coûts budgétaires, mais ce qui vaut pas mieux dépenser 15 milliards pour le carburant plutôt que d'avoir une récession de 1%, une récession de 1% sur un PIB qui en fait 2005. Et donc la question que moi je pose, et que nous on a travaillé sur les deux chocs pétroliers, on assiste à un troisième choc pétrolier qui est équivalent sur la question du gaz depuis l'entrée de la guerre en Ukraine, et ensuite après sur la question du carburant. Or, si les Français consomment moins, si les Français se déplacent moins, ils vont perdre leur travail, et tout l'argent qu'on ne dépensera pas sur le carburant, on le dépensera en allocation chômage, en RSA, en dons au Resto du Cœur, parce qu'ils ne pourront pas aller travailler. Moi, je pense mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'y a aucune marge de manœuvre sur les taxes, par exemple. Non, mais moi je pense qu'il faut faire deux logiques. Un,
supprimer éventuellement quelques taxes sur le plan intérieur et ensuite faire une action coordonnée d'un point de vue international avec nos amis américains et l'Union européenne pour dire aux pays producteurs, produisez davantage, on vous fait un tir groupé. On a fait des tirs groupés sur le vaccin, on peut faire des tirs groupés sur l'essence et sur le carburant. Vous êtes optimiste, William. Moi, je pense que le plan essentiel, c'est celui-ci, c'est de viser une croissance, un nivellement par le haut, le plein emploi et le fait que les gens travaillent plutôt qu'ils restent chez eux. Aujourd'hui, c'est devenu une filière d'immigration à part entière. Oui, tout à fait. Et les chiffres le prouvent. C'est bien que le point que vous soulignez. Or, quand vous regardez les grandes mutations mondiales, vous voyez que la crise migratoire est encore à venir. C'est-à-dire que la population africaine va doubler. La population du Moyen-Orient va augmenter, et ensuite, après, il y aura des grands mouvements de population en raison des guerres, l'instabilité qu'on connaît au Sahel avec différents coups d'État, plus le dérèglement climatique qui va obliger notamment certaines personnes à migrer parce qu'ils n'auront pas assez de nourriture, ils n'ont pas assez de travail, etc. Et le point qui est le plus important, c'est qu'ils vont venir en Europe, tout simplement parce que l'Europe a besoin de travailleurs supplémentaires pour financer ce qu'on appelle les régimes des retraites. Et la question qu'on pose maintenant, c'est est-ce qu'on est prêt, en termes de politique migratoire, à pouvoir accueillir toutes ces populations en termes d'intégration, en termes d'assimilation, en termes de cohésion culturelle et en termes de modèle social. Moi, je pense qu'il faut changer de modèle pour donner une doctrine qui est claire en politique migratoire. Si par cas, vous venez illégalement sur le territoire de l'Union européenne et sur le territoire français, vous n'avez aucun droit social et vous n'avez aucune chance d'être naturalisé. C'est une proposition qu'a fait Joe Biden, qui est un démocrate donc de gauche aux États-Unis et qui permet d'endiguer les vagues migratoires. Effectivement, toutes les migrations ne sont pas mauvaises, mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'on a le droit de choisir plutôt que subir l'immigration? Est-ce qu'on a le droit de choisir quelle migration on veut et quelle migration on ne veut pas? Est-ce qu'on brasse pas un peu de l'air? Est-ce qu'on brasse pas un peu de l'air à multiplier les projets de loi immigration qui ne signifient rien, qui n'auront aucun effet sur tout ce qu'on est en train d'évoquer, tant qu'il n'y aura pas une politique globale européenne? Le problème que vous posez est simple. C'est que c'est même pas une question de sujet ou pas, de OQTF, est-ce qu'il faut réduire ou pas. C'est quelle migration on veut. Est-ce qu'on veut accueillir certaines populations spécifiques en raison de besoins spécifiques? Est-ce qu'on veut accueillir des métiers en tension? Est-ce qu'on veut des chercheurs? Est-ce qu'on veut des savants? Est-ce qu'on veut des footballeurs? Est-ce qu'on veut des artistes? Éventuellement, et il y a des populations qui ne peuvent pas s'intégrer dans le modèle social en raison d'un chômage de masse important, en raison de problématiques communautaires dans certains quartiers. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu la question de l'assimilation et de politique migratoire, ça ne sert à rien d'accueillir des gens supplémentaires qui vont malheureusement pas pouvoir s'intégrer économiquement, socialement et culturellement dans notre pays. Un commentaire premier, ont découvert comme une organisation dingue. Ah, c'est grave. Moi, je me disais à chaque fois, on ne peut pas tomber plus bas. Et à chaque fois, à chaque passage décrit par Amaury Bucco, je me disais, c'est pas croyable, quoi. C'est pas possible. Il manquerait plus qu'il y ait un siège social et des locaux aussi. Et voilà, on y arrive. Et puis ensuite, après, des périodes de recrutement dans les écoles aussi, tant qu'on y est. On retrouve tous les codes, les process d'une entreprise lambda. Exactement. On a l'impression qu'ensuite, après, ils vont créer une application de VTC en disant comment passer votre commande, etc. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter que des trafiquants de drogue défient l'État? Est-ce qu'on est prêt à accepter, nous, comme citoyens individuels, que l'État... Mais c'est déjà fait, hein. Regardez, c'est déjà fait. Oui, mais... C'est déjà arrivé. Oui, non, mais ça, c'est... Ensuite, après, il y a toujours un sursaut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous vous dites, est-ce que vous tombez plus bas? Est-ce qu'on peut encore tomber plus bas? Ou est-ce qu'à un moment, on décide de se relever, de se dire qu'il y aura un sursaut? Moi, je pense que le point essentiel, c'est de se dire, voilà, il y a des mesures à prendre, qui sont à peu près en 3 catégories. On reprend le contrôle des territoires, on active l'état d'urgence et on met en place un parquet spécifique qui va être chargé de lutter uniquement contre le trafic de drogue. Et est-ce qu'on décide de le faire ou pas? Est-ce qu'on décide de mener la guerre contre le trafiquant? Et surtout, la question qui est posée au pouvoir public et à l'ensemble des habitants, c'est est-ce qu'on est prêt à avoir des victimes éventuellement collatérales? Et c'est ça le sujet qui est posé. Si par cas on est prêt à en avoir, on est prêt à lutter contre les trafics de drogue et on considère que c'est un véritable mal, bah on y va tout de suite. Les pouvoirs publics et Emmanuel Macron ont l'autorité politique pour le faire et un soutien de la population. Si par cas on décide de ne pas le faire, et bah autant aller jusqu'au bout et décider de le légaliser parce que ce sera encore plus simple, parce qu'à ce moment-là, ils auront un siège social, ils pourront déclarer et à minima au moins ils paieront des impôts. Les salaires sont intéressants, hein. On a vu on a tiré par les drogues selon vous. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est celui qu'a décrit Yohann Usaï, c'est que le pays va mal. On assiste à un malheur français auquel... Et que la prévention est peut-être le parent pauvre aussi de la santé publique. Il y a même un sujet plus global, c'est que je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est à jour, il y a quelques années, avant la crise sanitaire, la France était un pays qui était moins optimiste que l'Irak et l'Afghanistan. Oui, voilà, donc la France est un des pays qui vraiment va mal. Et pourtant, c'est décorrélé de nos performances économiques, parce qu'en Irak et en Afghanistan, c'est beaucoup plus difficile qu'en France. C'est le premier élément. Le deuxième élément que je vois, c'est qu'il y a un phénomène qui est social aussi, vis-à-vis des générations les plus jeunes. C'est-à-dire que lorsque vous allez en soirée, lorsque vous voulez vous intégrer à certains milieux, et bah, du coup, vous suivez les modes de comportement dominants, et les modes de comportement dominants alimentés par les séries, par un certain style de vie et par certaines stars de la télé-réalité, conduisent à prendre de la drogue, parce qu'ils pensent qu'en plus, comme c'est
l'État ne lutte pas vraiment contre le trafic de drogue, qu'on ne lutte pas vraiment contre les consommateurs, même s'il y a quelques mesures qui sont prises, notamment contre la contrefaçonnation, on ne lutte pas vraiment, donc les gens se disent que ça fait partie d'un certain mode de vie. Et enfin, moi, il y a un dernier point que je vois aussi, c'est que c'est le point d'intégration dans les cités. Ça veut dire que pour les cités, la question que vous posez en termes d'intégration, ça veut dire que vous avez le choix, soit vous participez à la loi des grands frères, soit vous participez à la loi des caïds. Or, je pense que le modèle des caïds et des banques dans ces cités est plus attractif, ce qu'on appelle le modèle GTA, est plus attractif que les lois de la République, auxquelles quand vous vous dites, est-ce que vous allez à l'école publique, dans des quartiers dits prioritaires, vous voulez aller à l'école, vous voulez chercher un métier auquel vous allez gagner à peu près comme vos parents et qu'eux espèrent une vie qui est beaucoup plus cool, conduite notamment par les influenceurs sur Instagram, et c'est un mode de vie. L'État est apte à juger sur cette question. Il peut y avoir vraiment un avant et un après. Il peut y avoir un avant et un après, surtout que le Conseil d'État n'a pas été forcément très clair sur les tenues religieuses. On se souvient notamment du fait qu'il a autorisé implicitement le burkini et notamment qu'il a déjugé notamment certains maires qui avaient pris des arrêtés contre le burkini. Et la question qui est posée au Conseil d'État, au pouvoir public, c'est est-ce qu'on est prêt à pouvoir lutter contre l'entrisme et l'offensive du totalitarisme islamique dans nos écoles? Est-ce qu'on va encore continuer sur la logique qui on fait des accommodements raisonnables face à l'islam le plus radical, et notamment l'accommodement raisonnable veut dire qu'en fait les Français et la France se couchent devant une religion qui est offensive. Or, moi je pense que la France se démarque par un certain mode de vie et par un certain modèle. On a un pays laïque et un pays qui n'est pas religieux. Or, pour rester un pays laïque et un pays qui n'est pas religieux, il faut pouvoir laisser les religions s'exprimer strictement, mais dans un cadre privé, pas dans un cadre public. Or, venir à l'école avec une tenue religieuse, venir dans un espace public avec une tenue religieuse, c'est contredire le principe de la laïcité. Or, si vous contredisez le principe de la laïcité, vous perdez votre âme. Je pense que la France, notamment, doit revenir sur les principes d'accommodement raisonnable mis en place par Lionel Jospin en 89 avec la question du voile. Et pour redevenir un phare dans le monde, je pense notamment, et pour terminer dessus, que lorsque vous avez des personnes qui enlèvent le voile, qui enlèvent les tenues religieuses et qui fuient ces pays en Iran, dans les pays du Moyen-Orient pour venir chez nous, c'est pas à certaines personnes de vouloir revenir en arrière et prendre le destin de ces pays-là. Et depuis quelques jours, Maureen, c'est vrai que la question du caractère religieux de ces vêtements se pose. L'abaya ou la